Cet épisode des Midis Horrifiques est une présentation de la brasserie Anorak Brew Pub. Située à Morin Heights, la brasserie Anorak Brew Pub est la place idéale pour prendre une excellente bière entre geeks et surtout bien manger. Maintenant, place à l'épisode. Numéro 20. Numéro 20. Eh oui, on a réussi. Eh oui, on s'est rendu jusque-là. Fait que c'est tout pour aujourd'hui et à la prochaine. Merci, à bientôt. Ça va, mon Stéphane? Ça va bien, man? 17 mars. Oui, ouais, puis c'est bien. Là, tu n'as pas dit vendredi en partant. Là, j'ai pas dit vendredi. Non, je me suis pas. J'ai pas bafoué en commençant le show. Tu sais, là, on est le 17 mars. On est 2 jours après la première de Evil Dead Rise, qui a eu sa première mercredi soir. Et on est une semaine avant d'être au New Jersey HorrorCon. Fait que c'est comme. J'aurais aimé ça être à Evil Dead. J'ai hâte d'être au HorrorCon. Je suis comme dans un milieu bizarre, présentement. Ouais, c'est ça. T'es comme dans le purgatoire. T'es entre l'enfer et le paradis. Puis, tu sais, c'est le fun parce qu'il recommence à faire beau. Il recommence à avoir du Evil Dead. Je vais me faire dépuceler de mes conventions d'horreur dans moins d'une semaine. Moi, t'es à New Jersey avec toi et Martin. Excusez. Ça va faire bobo, pas de trouble. Mais Martin, il a dit qu'il amenait du lube. Fait qu'on verra, là. Bon. Hey, Evil Dead, la première de Evil Dead, je sais pas si tu as vu les manchettes et la superbe vidéo durant le panel Q&A après le film. Il y avait un gars qui a dormi tout le long du film avec les cheveux longs, un peu tout croche, il s'est levé, puis il a fait « This fucking movie suck! » Puis tout le monde l'a hué, puis Bruce Campbell, il a dit « Décalisse d'ici, toi! » Puis là, il a dit c'était Bruce Campbell a dit « What are you doing here? Get the fuck out of here! » C'est exactement ça. C'est la meilleure question à poser. Premièrement, tu t'en vas voir une première, tu as le droit de ne pas aimer ça, fine, mais les gens se calissent de ce que tu penses. Ouais. Tu sais, je dis, le gars, il a sûrement jamais eu de intercourse avec la jante féminine ou masculine. C'est une barbe de cou, un gars qui pèse à peu près 130 livres, tout trempe avec les briques d'un poche. Fait que ton esti d'opinion de marde, là, gars, suce ma marde. C'est tout ce que j'ai à dire à ce faux fan-là. Mais le pire, c'est que s'il a dormi tout le long, il devait être soit complètement sous, complètement stone pour aller voir le film. Puis, non. Je pense qu'il est complètement à cave, moi. Ok, c'est bon. Okay. J'essayais de défendre un petit peu le gars, puis tu le rabaisses. C'est bon, Stéphane, continue. Exactement, je suis le démon, c'est pas pour rien, Steve, mais ces gens-là, ils gagnent jamais avec moi. T'as pas besoin de faire ça. Tu as le droit de pas aimer le film. C'est fine, mais ton opinion, on n'a pas besoin de le savoir. Good. Hey, moi, samedi, avant qu'on rentre direct dans le show, samedi dernier, je fais une petite blog pour notre commanditaire Anorak. J'ai fait découvrir ce merveilleux restaurant à ma mère et mon gars qui est retourné avec l'oncle à ma blonde et ma blonde. C'était encore délicieux, incroyable, c'était le fun. Puis ma mère a tripé sur le fried chicken. Donc, allô, maman. T'écoutes pas le show, mais allô, maman. Ta mère est toujours avec toi quelque part, Steve. Hein? Il y a ça, oui. C'est vrai. Voilà. OK, bon. Hey, non, mais attends un peu, Steve. Attends un peu, Steve. Là, justement, tu parles de notre commanditaire Anorak Brew Pub. Ouais. On va les représenter justement à Jersey. J'ai quelques bières ici que je vais amener avec moi. Ouh. Puis, à tous les mercredis maintenant, ils font le Trivia Night. Ça, c'est vraiment nice parce que c'est sous un thème différent à toutes les semaines. Puis la dernière fois qu'on est allé, Martin, toi et moi, j'ai proposé à Eric, le propriétaire d'Anorak, qu'on fasse un Trivia Night sous la thématique de l'Halloween présenté par Sur la route de l'horreur au mois d'octobre. Oui. Alors, pour nos fans, nos auditeurs, tout le monde qui nous écoute, ça risque d'être une soirée assez tripante. C'est nous trois qui va l'animer en plus. Fait qu'on vous attend là. Vous allez bien manger, bien boire. Vous allez avoir du fun, puis vous allez pouvoir prouver à quel point vous êtes legit comme geek d'horreur chez Anorak. Oh, ça, c'est intéressant. OK, la question, c'est est-ce qu'on fait ça mercredi avant le vendredi 13 ou mercredi après le vendredi 13? Parce qu'il y a un vendredi 13 au mois d'octobre. C'est quand même nice, ça. Hein? C'est un 2 pour 1. Là. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Je m'en allais dire c'est dans très longtemps, mais on est vieux puis le temps passe vite. Il va falloir qu'on réfléchisse à ça bientôt. J'ai hâte. J'ai juste hâte, je pense, au hamburger là-bas. Puis ça me donne, c'est bon en salle. Puis là, tu allais dire pour le New Jersey HorrorCon. Oui, New Jersey toutes les semaines, on parle nos auditeurs parce qu'on y va d'une journée à l'autre, on part.
Effectivement. Puis Puis, là, on a un petit décompte sur Facebook avec Martin. C'est comme il reste 7 jours, il reste 8 jours, ben 8, 7, il reste 6 jours. Qu'est-ce qu'on va se faire comme repas? On va tout documenter ça en plus. Juste pour le fun, là, on va. Regarde, j'ai. Où? Ah, je ne l'ai pas ici. On a. Ah ben oui, je l'ai. On va tout avoir avec nous autres, là, notre petit DJI Osmo qu'on va pouvoir filmer chacun de notre bord, puis après découvrir les vidéos des autres. Parce que, tu sais, on s'entend dessus que dans une convention, tu restes tout le temps pas. Tu restes pas tout le temps ensemble. Tu sais, des fois, il y en a un, mais moi, je vais aller voir tel film qui passe. Moi, je vais aller voir tel panel. Moi, je vais aller faire signer l'autographe de ce dude-là. Bah, moi, j'attends pas 20 minutes pour ça. Fait que, des fois, on se promène. Fait qu'on va pouvoir prendre des images différentes un peu partout. Et ça va être le fun. Ça va être très ben drôle. oui, c'est sûr. Moi, j'ai vraiment le goût de faire du hunting, tu sais, comme au marché aux puces, là. J'adore faire ça, du hunting. Je le fais une fois par année avec mes gars. Je t'avoue que les marchés aux puces de nos jours, ça a perdu de son lustre un peu là, depuis l'ère de eBay parce que dans un marché aux puces, tu es supposé justement trouver des deals. Tu te déplaces là, que les gens se débarrassent de leur vieux cossin. Mais là, ce qu'ils font pour la plupart, les kiosques, c'est qu'ils vont sur eBay puis ils mettent leur cossin au même prix. Ça ne marche pas. Là, non, si je veux commander le prix d'eBay, je vais le commander du confort de mon salon en jogging. J'espère que dans les conventions, les gens ils font des prix raisonnables pour les trucs qu'ils vendent pour s'en défaire. Parce que moi, c'est ça que je risque de documenter le plus. Je vais fouiller dans les caisses, je vais fouiller dans les boîtes. Je vais essayer de trouver des BD, comme je te disais, Steve, il y a une couple de semaines. Des romans aussi, des romans d'horreur qui sont de la fiction, là, du fanfiction, puis des romans officiels aussi qui sont publiés. Ça va surtout être ça, moi, que je vais chercher. Puis là, je vais avoir un tour de table horrifique à faire. C'est ça que ça veut dire. Ça, c'est bon. Parlant de ça, moi, j'en ai pas cette semaine. Oh! J'ai rien reçu. Rien. Mais en fait, j'ai peut-être quelque chose dans ma boîte aux lettres. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui ont reçu leur copie de In Search of Darkness, le 3e. Et je ne l'ai pas encore, moi. Mais moi, je ne me suis pas pris le gros box set avec le poster et le kit parce que les posters, ils finissent dans le garde-robe. Fait que je voulais juste la copie physique en tant que telle. Donc, peut-être qu'ils ont envoyé les gros colis en premier, puis que les posters, pas les posters, le Blu-ray va venir par la suite. Mais j'attends ça. C'est peut-être là, je n'ai pas eu le temps d'aller voir aujourd'hui. C'est peut-être là. Si c'est là, bon, on en parlera la semaine prochaine. C'est tellement bon, In Search of Darkness. Puis, by the way, dans la 3e partie, il parle de Don't Panic. Oh! My God! Un favori sur la route de l'horreur. Eh ben. Fait que pas de table de tour horrifique, mais qu'est-ce que je peux dire, c'est que j'ai écouté les 2 premiers épisodes de mon petit coffret de Stephen King. Le premier épisode avec William Hurt, c'est un tueur à gages qui s'en va assassiner le boss d'une grosse compagnie de jouets. Quand il revient chez eux, il reçoit une boîte. Quand il a ça, c'est plein de petits bonhommes d'armée qui viennent de cette compagnie-là. Puis les bonhommes deviennent vivants puis essayent de le tuer. C'est correct, c'est sympathique, c'est drôle. C'est pas très horreur, là, c'est plus comme fantasy, whatever. Fait que c'était bien, c'était correct. Le 2e épisode était vraiment mauvais. Tellement que j'en ai perdu le fil, que j'ai pris mon téléphone, puis que j'aimais mieux répondre aux gens qui ont regardé ça sur c'est quoi leur histoire préférée que de regarder qu'est-ce qui se passait parce que c'était long, c'était tout le temps la même chose. C'était plate. Le 2e était bien plate. Fait que j'ai hâte d'écouter les autres. Il y en a combien en tout là-dessus? Il y en a 8. Fait que j'en ai écouté 2. Fait que c'est pas pire. Ça me fait penser un peu à j'imagine que tu as regardé le genre de creep show qu'ils ont fait sur Shudder, justement. Là. Je les ai pas vus. Ouais. Ils ont fait des épisodes, là, une genre de série. C'est pas écœurant, man. Pour vrai, là, j'étais déçu parce que j'étais un gros fan de Creepshow 1 et 2. Surtout le radeau, man. Dans Creepshow 2, là, le radeau. As-tu vu le 3? J'ai pas vu le 3, non. Toi, il paraît qu'il est atrocement mauvais. Mais tu vois, Creepshow, la saison 1 et 2, je les ai ici. Je les ai achetés en Blu-ray. Je les ai pas regardés. Fait que va falloir que je m'y mette aussi éventuellement. Ça serait une bonne chose. Me retaper les Creepshow, la série. Après ça, là, pourrait peut-être me faire ça. Ouais, puis tu sais, c'est décevant, mais c'est pas mauvais. C'est juste. Je trouve ça. C'est très léger. C'est très léger, mais c'est le fun. T'sais, ça me fait penser un peu à Are You Afraid of the Dark dans les 90s. Fais-moi peur, ouais, j'aimais bien ça. Il y a une couple d'histoires qui m'ont foutu la chienne solide quand j'étais un jeune enfant. Ouais. Ça c'est plate. Il n'y a pas de gros coffret de Are You Afraid of the Dark? Non. Je m'ennuie de YTV des fois. Hein. Le 16 sur le câble, man.
J'étais un gros fan de Are You Afraid? Tu sais, c'était comme la seule affaire d'horreur qui était un peu destinée aux enfants. Il y avait R.L. Stein, qui est un auteur de romans là, des 90s, qui est il est encore actif, by the way. Ah oui, il fait plein de trucs. C'est pas lui qui a écrit. Qu'est-ce que j'ai écouté dernièrement? Puis c'est assez basé. Fear Street sur Netflix. Est-ce que tu as vu les. Ah, je voulais en parler l'autre fois. As-tu vu les J'en ai Fear vu Street? J'en ai vu un, je pense que c'est celui dans les 80s ou dans les T'as pas vu le 90s. premier? Là. Non, je pense pas. Je OK. pense pas. Faut tes écoutes en ordre, sérieusement, parce que c'est plus intéressant comme ça, parce qu'il y a vraiment un tie-up d'épisode en épisode. La trilogie, j'ai écouté ça quand j'étais à Barcelone, justement. Il fallait que je plug Barcelone. La trilogie est super le fun. J'ai vraiment aimé ça. Puis je me demandais, ils vont faire, tu sais, le 2 puis le 3, tu sais, ça se passe avant, comment que ça va? Ils ont réussi à faire ça, faire un tie-in super intéressant. Puis il paraît qu'ils travaillent sur 3 autres films. Fait que moi, ça, je trouve ça le fun. Je trouve ça, C'est c'est cool. un beau C'est concept. cool. On sort 3 films en même temps, c'est 3 suites, c'est cool, c'est sympathique, puis that's it. Parlant de choses sympathiques, ben, le sujet est un peu moins sympathique, mais sur le podcast de Sur la route de l'horreur, on a reçu, pas éventuellement, dans le passé, Annie Richard, qui est la dépoussiéreuse de crimes. Elle est connue pour ça. Elle a fait une série télé qui s'appelait Dans ta rue, où est-ce qu'elle se promène avec des personnalités québécoises et elle leur explique qu'est-ce qui est arrivé de morbide dans leur rue, dans le passé. Y a-tu eu un meurtre, ci, ça? Et ils ont elle et son co-animateur, Jean-Philippe, ont un podcast qui s'appelle Rétrocrime. Et là, ils se sont rendus compte que dans leur podcast, ils parlaient beaucoup des trucs qui se passaient dans des hôtels. Donc, ils ont écrit un livre qui s'appelle Motel Mystère, qui va être disponible partout dans les librairies à partir du 23 mars. Je les ai rencontrés cette semaine pour discuter un peu. Fait qu'on va aller voir ça et on s'en reparle après. Donc, je suis avec Annie Richard et Jean-Philippe Rousseau qui, après 4 ans, vont collaborer sur une œuvre physique, là, quelque chose avec du papier. On aime ça avoir dans nos mains. Comment ça va, vous deux? Ça va très bien, toi? Ça va extrêmement bien, mais là, j'ai vu ça passer sur les internets que vous allez collaborer pour un livre qui va être en librairie le 23 mars. Je me suis dit, il faut vous avoir sur le show. Je veux savoir c'est quoi. Je veux en savoir plus. J'ai lu un petit peu c'était quoi, mais sans trop le savoir. J'aime mieux ça quand mes invités m'expliquent leur nouveau projet. Fait que je vous laisse aller. Je ne sais pas, battez-vous. Qui en parle en premier? Je commence? Vas-y. OK. Nous, c'est ça. On travaille sur beaucoup de projets, beaucoup d'idées, de recherche historique. On aime beaucoup les lieux. Tu sais, les lieux nous invitent à rencontrer, à faire des rencontres virtuelles, là, historiques avec des gens, avec des personnages qui sont parfois inquiétants, parfois extraordinaires. Puis, ce on s'est aperçu, puis au travers du travail qu'avait fait Annie au sujet d'un hôtel du centre-ville, le Bolero Tourist Room, on s'était aperçu qu'il y avait eu des meurtres dans cet hôtel-là. Puis, bon, à force de recherche, on a pu voir qu'on avait plusieurs hôtels dans lesquels il s'était déjà passé des événements, pas toujours dramatiques, parfois cocasses. Parfois, c'était des affaires assez croustillantes, comme une histoire qu'aime beaucoup Annie, un groupe de rock britannique qui a saccagé une chambre d'hôtel, par exemple, à Montréal, au centre-ville de Montréal. Donc, ce qu'on a fait, c'est, on s'est dit, il y a peut-être de quoi à faire, regrouper des histoires sur une certaine thématique. On aime ça, les thèmes. Fait que ça a commencé comme ça. Et puis, c'est arrivé au moment où les éditions de l'Homme étaient intéressées par un deuxième livre concernant Annie. Moi, c'est mon premier. Mais donc, ça s'est bien synchronisé à ce niveau-là. Donc, le tout, en fait, s'appelle Motel Mystère. Oui. Et là, OK, si je comprends bien, oh mon Dieu, en plus, il l'a dans ses mains. Ça, c'est le fun, ça. Attends, je vais te mettre en groupe qu'on puisse le voir. Et voilà, le chanceux. Mais c'est ça s'appelle Motel Mystère. Fait que vous avez, je ne sais pas si vous êtes déplacé dans les motels directement, mais c'est l'histoire de plusieurs cas qui est arrivé dans plusieurs motels, c'est cela? Oui, exactement. Annie s'est déplacée dans un hôtel dont on parle dans le livre. C'est intéressant, ça.
Oui, ben, je suis allée, en fait, c'est parce que j'étais curieuse. En même temps, j'avais envie de le visiter. Je suis allée à l'hôtel Bonaventure avec mon fils en temps des fêtes. C'est là qu'il y a eu l'histoire du fameux OVNI à Montréal en 1990-91. Je me rappelle jamais entre les deux. 90. 90. Mais c'est ça, c'est que l'hôtel Bonaventure, c'est un hôtel quand même relativement contemporain comparé, admettons, au Château Frontenac, dont on parle aussi, là, qui est fin 1800. Mais il s'est passé vraiment toute une brochette d'affaires là, au Bonaventure. C'est vraiment intéressant. Des hôtels qu'on ne soupçonnerait pas. C'est pas toujours le motel de bord de route là, qui est le plus foisonnant, admettons, en fait d'hiver, mais quand même, c'est ça. Puis on a aussi des hôtels un peu partout. On a pris soin de prendre différentes régions. En fait, on ne les choisit pas nécessairement parce qu'on ne choisit pas ce qui s'est passé dans l'histoire, mais on essayait d'aller trouver quand même, on orientait nos recherches pour avoir des choses aussi en région. Donc, on a un hôtel à Chicoutimi, on en a un à Val-d'Or, on en a à Québec. Puis, bon, finalement, on en a un petit peu partout, ou presque. Mais en fait, ce qui est important, c'est que chaque hôtel a disons, un éventail de choses impressionnantes là, qui a pu se passer là. Et là, tu parles d'éventail, ça veut dire que c'est toutes des choses différentes. Là, on parle soit de meurtre ou de disparition, peut-être de paranormal, des choses comme ça qui ont été rapportées. Exactement. On essaie de ne pas trop se répéter parce qu'évidemment, c'est plate, mais des meurtres dans des hôtels-motels, il y en a eu vraiment beaucoup. Des transactions de drogue, des choses. Tu sais, ce genre de choses-là, qui n'est pas banal, là, vraiment pas banal, mais en fait, c'est sûr que pour le lecteur, puis aussi pour nous, dans nos recherches, ce qu'on aimait, c'est d'aller trouver des choses qui ne s'inventent pas. Là. Vraiment, on a certaines affaires qu'on se dit, mais voyons que c'est arrivé, puis qu'on n'en a jamais vraiment reparlé. Fait que c'est sûr que là, il y a aussi, évidemment, on ne veut pas être juste dans le glauque non plus. J'avais envie de me tasser de ça. Tu sais, tous les cold cases et tout ça. Fait que c'est sûr que je suis plus dans l'historique maintenant. Mais ce qu'on voulait le plus, c'est trouver des choses qui sont tout simplement comme sensationnelles, là, tu sais, qui sortent de l'ordinaire. Fait que c'est sûr qu'il y a des événements qui peuvent être plus loufoques ou plus insolites. Mais oui, on a du paranormal, mais on a aussi des criminels de toutes sortes, là. Et OK, dans vos 35 histoires, disons, est-ce que vous en avez une histoire que c'est vraiment votre préférée? Ah. Jean-Philippe, disons. Oui. Ben, je dirais toutes, mais non, sérieusement, j'aurais de la misère à en choisir une, mais il y en a une qui me tient un peu plus à cœur, peut-être. C'est l'histoire de... alors, vous allez voir, il y a un lien quand même avec un hôtel, de deux aviateurs français qui sont partis de la région parisienne en 1927. C'était la première tentative de traversée de l'Atlantique avant Charles Lindbergh. Puis les deux pilotes ont disparu. Et dans la région du Saguenay, ils ont vu des signaux, des signaux de détresse. Et ils sont toujours demandé qu'est-ce qui se passait, des signaux de détresse en plein milieu de la forêt pendant plusieurs jours, voire des semaines. Et donc, bon, ben, la rumeur a couru que ça pouvait être les deux pilotes qui étaient perdus au Saguenay. Donc, il y a eu tout un branle-bas de combat et le quartier général de cette, comment dire, d'assemblée de journalistes, de guides, s'est retrouvé à l'hôtel Chicoutimi. Donc, ça a été une base de départ pour les recherches qui se sont avancées dans la forêt du Saguenay. J'avoue que j'aime beaucoup cette histoire parce que si on finit par découvrir que les deux pilotes sont bien arrivés au Saguenay, ben, ça voudrait dire que les premiers à avoir traversé l'Atlantique, ce n'est pas Charles Lindbergh, mais c'est Charles Ningesser et François Colly quelques jours auparavant. Donc, je trouve ça fantastique comme histoire. Oui, c'est super et assez méconnu. C'est ça, et ça se passe pas, ben, ça se passe dans l'hôtel, mais c'est pas le drame en tant que tel, c'est comme... ça. C'est une excuse, dans le fond, pour parler de cette histoire aussi. Mais l'hôtel Chicoutimi a eu une place centrale quand même au niveau des recherches. Des journalistes de New York, de Chicago qui sont venus parce que c'était une grosse nouvelle à l'époque. Écoute, juste ça me donne le goût de me lancer, de lire le livre. C'est en plein le but. Et toi, Annie, en fait, c'est l'histoire de Bonaventure. Qu'est-ce que Jean-Philippe il disait plutôt que tu préférais en fait, dans toute l'histoire?
Ben oui, ça, c'est l'histoire des avions. C'est on avait déjà choisi cette histoire d'écrire le livre sur les hôtels. Mais en fait, c'est sûr que c'est plus des hôtels, moi, que j'ai préféré travailler parce qu'on dirait que les histoires m'interpellaient. Puis justement, oui, le Bonaventure, je pense que pour ce qui est de l'arrestation du groupe Rock, en fait, c'est un groupe qui était à Woodstock 69, qui était très populaire aussi à Montréal. Cette affaire-là est vraiment... c'est juste un fait divers, admettons. Il n'y a rien de glauque dans cette affaire-là, mais ça ne s'invente pas que ça s'est passé ici. Puis, bien évidemment, je suis moins dans le paranormal. J'adore ça, enquêter ces affaires-là, d'essayer de trouver la vérité à travers ça. Sinon, je les ai tous aimés. Il y a certains hôtels que c'est plus moi qui les ai travaillés, d'autres que c'est plus Jean-Philippe. Mais vraiment, on porte affection pour chaque rue. Dans le fond, tu parlais que tu as été à l'hôtel Bonaventure durant le temps des fêtes. C'est comme se faire un petit pèlerinage. Nous, avec Sur la route de l'horreur, c'est une des choses qu'on adore, c'est d'aller sur des lieux de tournage de films, justement, voir où est-ce que ça a été filmé et tout. Est-ce que vous avez l'intention éventuellement d'aller séjourner une nuit dans chacun des 12 hôtels qu'il y a dans votre livre ou c'est pas, c'est pas au menu, en fait? Ben, il y en a personnellement là, que j'aimerais ça. Là. On parle de l'auberge Willow, par exemple, qui est dans la région de Como, qui a l'air d'être en plus une place charmante. Puis si jamais en plus on croise le fantôme de Maud dont on parle dans le livre, ça serait extraordinaire. Il y a des hôtels par contre qui ont été détruits. Donc bon, ben là, la question se pose moins. On a essayé quand même dans le livre de parler d'endroits qu'on peut encore voir, idéalement. C'est sûr que si on tombe sur de très bonnes histoires d'hôtels puis qui n'existent plus, on ne va pas s'empêcher d'en parler, mais on essaie quand même de parler de lieux qui ont été préservés, même si parfois sont des lieux qui ne sont plus des hôtels aujourd'hui. Donc, bon, ben oui, ça serait idéalement, ça serait le fun, ça serait une bonne occasion aussi de faire le tour du Québec. On parle d'hôtels à Alma, à Grand-Mère, évidemment à Québec, puis il y a un certain nombre d'hôtels également à Montréal. Mais on essaye de couvrir pas mal la province, là. Good. Donc, ça s'appelle Motel Mystère. Ça va être en librairie grâce à les éditions de l'Homme. Est-ce que c'est ça? Oui, est-ce que je me trompe? c'est exactement ça. Partout au Québec à partir du 23 mars 2020. Absolument. Donc, la meilleure façon présentement, c'est d'aller sur le site des éditions pour faire une précommande, je présume. Oui, sinon, oui. Ben, il y a d'autres sites de libraires aussi qui prennent les précommandes, mais oui, c'est un bon résumé. Good. Ben, écoutez, je vous remercie beaucoup. Ça a l'air super intéressant. Je vais me précommander ça tout de suite après notre appel, puis j'en parlerai dans le podcast éventuellement quand je vais avoir fini de le lire. Ben, merci beaucoup. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci beaucoup, Annie. Alors, donc, j'ai hâte. Le 23 mars, disponible partout. Moi, je vais me le procurer parce que je veux lire ça. Je ne suis pas un grand lecteur. Je dois avouer, je ne suis pas un grand lecteur. As-tu déjà été un grand lecteur? As-tu déjà été dans le passé? Pas vraiment. Faut vraiment que... Je me rappelle d'un livre quand j'étais à Polyvalente que j'avais dévoré. C'est le livre Harcèlement, qui est basé sur le film là, avec Demi Moore puis Michael Douglas. Je ne sais pas pourquoi. J'ai dévoré ce livre-là. J'étais dans mes cours, là, puis je lisais le livre. Mais sinon, j'ai jamais été un grand lecteur, malgré que j'ai plein de livres de la série Frisson ici. Là. Ça, quand j'étais jeune, je lisais ça, par exemple. Je me rappelle de La Gardienne, ces choses-là. Truc, je vais m'amener un livre New Jersey Horrorcon. Fait que durant que toi, Martin, vous allez conduire, moi, je vais lire en arrière. Non, c'est vrai. Hey! On a été vite, hein, on est parti, on a parlé d'Evil Dead, plein d'affaires d'Anorak, ça nous a mis l'eau à la bouche, ça m'a fait complètement oublier qu'on était le 17 mars, j'ai failli dire janvier, 17 mars, puis que Daniel ne nous avait pas dit qu'est-ce qui s'était passé ici, là. Qui? Salut tribu d'horreur et bienvenue à Aujourd'hui dans le monde de l'horreur. Aujourd'hui, en ce 17 mars, il y a un total de 14 films qui sont sortis, dont voici les highlights parmi ceux-ci. Premièrement, en 1973, on a Godzilla vs. Megalon. C'est dans ce film-là qu'on a droit à la toute première apparition de Jet Jaguar, personnage créé par un enfant à la suite d'un concours organisé par Toho.
Il était supposé être le héros du film, mais la compagnie a jugé que le personnage serait pas assez vendeur, puis le scénario a été réécrit pour y inclure Godzilla et Gigan. Pauvre kid pareil, toi, a trouvé que son personnage choquait. Moi, je l'aime, Jet Jaguar, sa chanson thème est drôle. Ensuite, en 1989, on a Léviathan, qui est réalisé par George P. Cosmatos, père de Panos Cosmatos, réalisateur de Beyond the Black Rainbow et Mandy. Léviathan est un genre de The Thing, mais qui se passe dans une station sous-marine. C'est vraiment le fun, puis ça mérite d'être plus connu, surtout que le réalisateur est derrière plein de classiques, dont Rambo 2, Cobra et Tombstone. Ensuite, en 1995, on a Candyman Farewell to the Flesh, qui est le deuxième dans la série des Candyman, et quand même une bonne suite à l'original. Dans celui-ci, l'action passe de Détroit à la Nouvelle-Orléans, et on en apprend plus sur les origines du tueur. Sérieux, si vous ne l'avez pas vu, il mérite votre attention. Par contre, parlant d'attention, le prochain film en mérite pas tant que ça, à moins que vous soyez amateur de série Z. C'est Amityville Island de Mark Polonia, sorti en 2020. C'est un film de requin, puis avez-vous catché le jeu de mots? Dans Jaws, l'action se passe à Amity Island. Là, c'est Amityville Island. Monsieur Polonia fait des films depuis les années 90 et en sort au moins 2-3 par année. Il est très productif et grâce à lui, on pourra voir sa version requin de Cocaine Bear avec Cocaine Shark. Il en manque vraiment pas une, hein? Ensuite, et finalement, en 2021, on a Jacob's Wife, qui est un film de vampire avec Barbara Crampton dans le rôle d'une femme de pasteur qui devient suceuse de sang après avoir rencontré le maître. Elle y prend évidemment goût et son mari va devoir faire quelque chose avant que ça vire trop en marde. Sérieux, juste avec la mention de Barbara Crampton, c'est un film qui doit se retrouver sur ma watchlist. Parce que non, je ne l'ai pas encore vu. C'est donc tout pour aujourd'hui. Merci les tripeux. À la prochaine et back to you Steve et... Stuart. On va l'avoir un jour. Tabarnak. Stuart, man. Petit tout petit. Ouais, c'est ça. La semaine passée, c'était Stanley. Au moins, Stanley, c'est sympathique. Là. Ouais, c'est vrai. Hey, il parlait de Amityville. Puis tu sais, dans Jaws, tu vois la maison d'Amityville. Je savais pas ça. Ouais, quelque part dans un plan, tu vois la maison d'Amityville en arrière, au loin. C'est vraiment la maison d'Amityville avec les fenêtres emblématiques. Ah, ouais, c'est vraiment elle. Fait que c'était voulu. Ouais, c'était voulu. Fait que, il a parlé de Leviathan aussi, de George Cosmatos. Ah, c'était excellent, man. Ouais, c'est selon moi le deuxième meilleur rôle de Peter Weller qui joue Robocop. Peter Weller joue dans Leviathan puis il est excellent dans ce film-là. Oui, puis il a aussi parlé de Cocaine Shark. Moi, qu'est-ce qui me ferait, c'est que c'est pas Cocaine Shark, c'est un autre avec un raccoon qui s'appelle Crackoon qui va sortir. Mais ça, je trouve ça écœurant. Là, tu cries juste le... T'as juste le goût de crier le Crackoon! Crackoon! Je trouve ça Crackoon! Je trouve ça cool. Ça, c'est bon. Ça se plug bien dans une conversation aussi. T'es-tu allé voir Crackoon? Ouais, là, la personne te dit pourquoi tu me parles de ça. C'est... Ah, mon Dieu. En tout cas, plein de films à regarder. Parlant de regarder, toi, tu as regardé The Dark Half de George Romero, basé sur une histoire de Stephen King. Fait que j'ai hâte de t'entendre parler de ce film-là. Hey, toi, regarde-moi ça. Ouais. Oh. Il y a eu un gros avant, faut que je te coupe. La semaine passée, j'ai fait une erreur. Ça m'arrive, c'est rare. Ça m'arrive. Mais j'ai fait une erreur parce que j'ai dit que le film, que je le cotais comme Monster Squad, ce qui est faux. Monster Squad, j'avais donné une note de 0.5 de plus que le film que j'ai regardé, qui est de Black Phone. Fait que désolé, cher auditeur, j'ai parlé sans rien dire. Puis tu t'en es même pas rendu compte. Fait OK, continue. On a tellement de films dans nos archives, Steve, que j'en perds le compte. Là. C'est pour ça. Effectivement. Mais tant mieux, parce que je trouve également que Monster Squad mérite 0.5 points de plus que Black Phone. J'ai aimé Black Phone, par contre. Il y a eu un trend, comme j'allais dire, là, des milieux des années 80 particulièrement, jusqu'à peu près le milieu des années 90, où est-ce que les livres de Stephen King étaient produits un après l'autre au cinéma, puis les résultats étaient pour le moins mitigés, je te dirais. Il n'y a pas eu des énormes hits. J'ai aimé Pet Sematary quand je l'ai vu, la première fois surtout. J'ai été terrorisé par Zelda, la sœur, avec la genre de
maladie cérébrale, je ne me souviens pas le nom exact qu'ils disent Ah dans ouais. le film. C'est une J'avais méningite qu'ils disent. adoré. Pet Sematary, c'est dans mon top 5 films préférés d'horreur, je pense. En tout cas, oui, comme ça. Ah, quand même, hein? Ouais. C'est quand même très nice. Sometimes dead is better. Ça, c'est quand même classique. Mais il y a eu aussi des totales mardes. Il y a eu vraiment des mauvais films comme le film avec les genres de Cat People là, de Stephen King. Ça fait-tu les Tommy Knockers, ça? Il y a eu les Tommy Knockers aussi, mais il y en a un autre, là, les Night Stalkers ou quelque chose de même. Mais c'était tous des films, on dirait, made for TV. Ben oui. Dark Half, d'ailleurs, à mon avis, se classe là-dedans. Premièrement, ouais, vraiment. C'est un film qui est. Ouais, 91. C'est un film qui est trop long. C'est 2 heures de temps. Puis ça paraît que c'est basé sur une œuvre littéraire parce qu'il y a beaucoup trop de détails pas importants, puis il n'y a pas assez de détails importants. Il n'y a pas de développement ben sur les personnages qui entourent le personnage principal là, qui s'appelle Thaddeus Beaumont. Parenthèse là-dessus, Stephen King a le don de donner des noms qui n'existent pas à ses personnages dans ses livres. Thaddeus. Fait que tout le long que Tad, il surnomme Tad dans le film, se fait parler, je roulais les yeux parce que c'est tellement invraisemblable comme nom, puis ça me sortait aussi con que ça puisse paraître. C'était juste invraisemblable. Je trouve que Timothy Hutton, l'acteur qui joue Thaddeus, est correct, mais le personnage lui-même, qui est un écrivain, qui a un alter ego, qui est son dark half, dans le fond, qui se manifeste, je trouve que le personnage il n'est pas attachant. Il n'est pas attachant, pas en tout. Il n'y a pas de qualité que tu fais. Il est sympathique, ce gars-là, je l'aime. Il n'est pas vraiment drôle. Il est comme. Il est dry. Puis il n'est pas. Tu peux pas avoir de sympathie pour lui dans le film. Puis son dark half, dans le fond, c'est son alter ego parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait un jumeau non né qui s'était comme muté à son corps puis qui a poussé à l'intérieur de son cerveau. Un peu comme Malignant. Je ne sais pas si tu as vu Malignant. Non, je ne l'ai pas regardé. Malignant a l'air à se baser là-dessus parce qu'il y a comme un œil puis des dents qui se forment dans le cerveau du personnage quand il est tout jeune. Puis ce genre de manifestation-là en lui sort quand il est en train d'écrire. Puis, en tout cas, longue histoire courte, c'est un peu ça. C'est une dualité. C'est comme un peu Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Là. C'est comme une dualité de personnages. Puis le personnage méchant du Dark Half, lui non plus, il n'est pas vraiment... il est unidimensionnel, je trouve. Puis, il n'y a pas d'horreur ben là-dedans. C'est plus un drame policier. George Romero qui a réalisé le film quand même. Fait que tu t'attends à certains tropes d'horreur, puis ça ressemble pas à un Romero, ben, ce film-là. Outre la scène finale, spoiler, on le dit, comme d'habitude, Steve, c'est un film de 30 ans, mais quand même, à la fin, le Dark Half se fait déchiqueter par des oiseaux en effet pratique. Puis c'est une scène qui dure longtemps, puis c'est vraiment beau. C'est bien fait, puis tu vois tous les morceaux de crâne. Là, je reconnaissais le bon vieux George. Mais outre ça, il n'y a pas d'horreur, il n'y a pas de tension dans le film. C'est assez long, platonique. Il y a des personnages qui se font tuer, puis on n'a aucune idée c'est qui ces personnages-là, vraiment, parce que dans le livre, je suis sûr que c'était bien expliqué. Mais dans le film, ils ne prennent pas le temps de faire l'exposition des personnages secondaires. Fait qu'il y a comme un manque de cohésion un peu. Ce que je peux dire de positif du film, par contre, c'est très bien réalisé au niveau de la cinématographie. Il y a des très beaux plans. C'est un beau film que si tu fais des still frames sur certaines scènes, tu pourrais transférer ça en peinture puis mettre ça dans un sous-sol puis ça serait beau. Là. Oh, nice. Il y a quand même une qualité cinématographique au document, mais ceci dit, le film est assez long. Là. Je me suis trouvé à regarder mon téléphone une couple de fois puis c'est rare. Ça, je suis quand même capable de garder mon focus d'habitude. Puis tu sais, Steve, il y a une couple de semaines, tu m'as dit, concentre-toi à tel film, mais check pas ton téléphone puis sois dans l'ambiance. Puis je te rejoins là-dessus parce que, tu sais, c'est comme le monde dit, j'ai pas embarqué, mais t'étais sur ton sel, tu sais. Là, c'est comme moi qui n'ai pas été capable d'embarquer dans le 2e épisode. Mais tu sais, j'ai commencé sans mon téléphone. Idem. Mais après un certain temps, je l'ai pris, puis je dois avoir eu une notification, quelque chose de même. Puis après, j'ai jamais été comme... Mon attention n'était plus vraiment sur
sur ça. En tout cas, c'est en plein ça. C'est en plein ça. Puis, tu sais, ça, c'est la responsabilité du film, de te garder engagé. Puis, tu sais, j'étais dans l'ambiance de regarder un film. Je me suis fait du popcorn, j'étais prête. Tu sais, je l'ai regardé de bonne heure aussi. Fait que, tu sais, c'est pas parce que mon attention était diminuée parce que j'étais fatigué ou quoi que ce soit. C'était juste pas très bon. Ceci dit, le film, j'ai regardé un peu les critiques après, puis les gens sont mitigés aussi. Il y a une moyenne de 6 sur 10 sur IMDb, ce qui est quand même haut pour un film d'horreur. C'est correct. Puis, tu sais, c'est un produit de son temps. Puis là, j'essayais de me transporter en 91. Mettons, je suis en 91, puis je vois ce film-là pour la première fois. Comment je me sentirais? Probablement de la même manière, malheureusement. OK. Fait que j'ai hâte de voir combien de yeux tu vas y donner parce que tu n'as pas très apprécié, mais tu n'as pas démoli le film non plus d'une certaine façon. Fait que combien ça mérite un film avec une critique comme ça? Une critique modérée, ça mérite une note modérée. Des bonnes performances d'acteurs, de la belle cinématographie, une histoire qui se tient, mais qui n'est pas super intéressante. Fait que je vais y donner 2 sur 5. Fait que tu mets ça sur la même ligne que Terror Train, Black Friday, puis Knock on the Cabin. Exact. Si je te donnais le choix de réécouter Terror Train ou The Dark Half, qu'est-ce que tu réécouterais de là aujourd'hui? Terror Train. Plus divertissant, plus funny. Moins long. Dans notre sweet spot. Moins long, puis il y avait des affaires So Bad It's Good dans Terror Train, comme David Coppercheap. Hey, puis Steve, tu m'as fait remarquer. Hey, je le savais. Moi non plus, man. Dans l'original de Terror Train, chers auditeurs, si vous ne le saviez pas, David Copperfield joue dans le film Hostie de Calice. Oui, j'ai vu ça, là, je suis tombé là-dessus, sur le poster, j'ai vu David Copperfield, j'ai fait « Hein? » Tellement drôle. Pas pour rien qu'ils ont mis une copie de Pogné sur Wish dans le remake sur Tubi. Mais j'ai pas vu puis by the way, Steve... Hein? Non, moi non plus, j'ai pas vu le deuxième. By the way, Steve, The Dark Half est sur Tubi. Parce que, tu sais, on avait parlé de passer au club vidéo chez vous, chercher la copie physique. J'étais malade pas mal. Fait que j'ai fouillé un peu, tubi.tv. Puis honnêtement, là, pour une plateforme gratuite, c'est dur à accoter Tubi. La qualité de l'image était impeccable, man. Il y en a que la qualité n'est pas trop bonne. C'est plus 4.3, style standard def, un peu VHS ou whatever, parce qu'il n'y a pas de meilleure copie que ça. Mais sinon, ça a bien de l'allure. Moi, je mets ça sur ma télévision avec mon Amazon Prime, puis j'écoute du Tubi. Puis des fois, avec ma blonde, ma blonde, c'est pas une fan de films d'horreur, mais elle adore les films d'action cheap des années 90. Fait que je vais me plugger un beau film de Lorenzo Lamas ou de Jeff Wincott, puis on va regarder ça. C'est tout le temps le fun de regarder un film d'action des années 90. Tu viens de nommer 2 légendes en passant. Ah oui, non, je sais. Puis là, tu as Gary Daniels aussi, mais lui, et on le voit encore un petit peu, mais en tout cas. Michael Dudikoff aussi. Michael Dudikoff de American Ninja, man. Ouais, Michael Dudikoff. Ça, c'était pas pire cool. Ah, j'ai le goût de regarder des films. On s'est déjà fait une soirée comme ça, une journée avec Danny. Danny puis moi, on s'est tapé, je pense, 6 films d'action des années 90. Puis il y en avait un avec Jeff Wincott qui était super bon. Genre, on était comme, ah oui, on était là. Hey, mais c'est bien bon. On a adoré le film. Je me rappelle plus c'est quoi le nom. Faudrait que je le retrouve. Anyway. Donc, OK. Un petit 2. On top pas haut, hein? On top pas haut. On a de la misère. J'espère que je vais topper plus haut la semaine prochaine. J'ai bien hâte de voir ce que tu vas me demander de regarder d'ici à ce qu'on parte au New Jersey Horrorcon. Exact. Ben, j'ai encore une fois 3 années à te donner, Steve. Oh yeah. Je veux répéter ce thème-là d'il y a 2 semaines. 1985, 1990 ou 2014? 90. 90, tu vas regarder The Guardian, un film de William Friedkin. Man, yes. Tu sais pourquoi je te dis yes? Parce que je l'ai acheté, ce film-là, et j'avais commencé à l'écouter. Et je pense qu'il y avait une panne d'électricité. Tu sais, une niaiserie de même. Ma blonde t'a couché, puis tu commences à regarder, panne d'électricité, bon, m'en me coucher. Et je ne l'ai pas fini. Donc, je suis hyper content de regarder The Guardian. Moi, je peux te dire, The Guardian, Steve, c'est un film que j'ai loué unsuspecting en tant que jeune enfant au club vidéo Carnaval à Deux-Montagnes, comme la plupart de mes films d'horreur.
Puis, asti qui m'a foutu à la chienne, ce film-là. Mais j'avais 8 ans, par contre. Ah ouais. Fait que là, ça reste à voir. Tu sais, Friedkin est connu pour L'Exorciste, on s'entend. Ouais. Puis c'est pas mal. Tu sais, quand tu as fait le fucking Exorcist, c'est tough que les gens se rappellent de toi pour autre chose. Mais The Guardian, il y a quand même. C'est vraiment spécial, l'ambiance de ce film-là. J'ai hâte que tu en parles. Ouais, je vais essayer de regarder. Pas je vais essayer, je vais regarder ça. Puis, il y a des grosses chances qu'on fasse notre show la semaine prochaine. Un à côté de l'autre, toi puis moi, en direct du New Jersey Record, en fait. Là. C'est cool, hein? Ben, on va faire ça, Steve. Parce que je vais Ouais. apporter mes affaires pour enregistrer. Puis Martin va être avec nous pour la première fois. Ben oui, Martin il va pouvoir être avec nous. Ça va être le fun de. On va être de rendu faire légal ça. en plus la semaine prochaine. On va avoir 21 épisodes, man. Ah, tabarouette, épisode 21. L'égalité aux États-Unis. Tout marche. Ça Parfait. fit. À la prochaine. OK. OK, The Guardian, je suis super content. Ça fait le tour pour cette semaine. Hein? Hey! Quoi? Faut-tu aller voir Scream 6? Ben oui, c'est sûr, je vais aller voir Scream 6. Il faudrait essayer d'aller voir Scream 6 durant qu'on est au New Jersey tout ensemble. Je sais pas si on peut se trouver un trou. Ben, il y aurait moyen, c'est sûr. Là. On arrive quand même là le jeudi. Si on y va de jour le jeudi, ça peut être une bonne idée. Peut-être, ouais, à l'heure qu'on va arriver. On va voir ça, ça dépend du trajet. Mais ça pourrait être le fun d'aller voir Scream 6. Parce que moi, je ne l'ai pas vu, tu ne l'auras pas vu. Martin va sûrement l'avoir vu avec sa fille, parce que sa fille veut absolument aller le voir. Donc, on va regarder ça. On va essayer d'aller voir Scream 6. Excellent. Fait que, oublions pas patreon.com/sur-la-route de l'horreur. Merci encore à nos fidèles patrons sur Patreon. On a du contenu exclusif pour vous là-bas, des early release également. Puis plus ça va aller, plus on va rajouter du stock là-dedans là, avec ce qui s'en vient. Ça fait un bout qu'on vous tease avec des grosses annonces puis des surprises. Mais je pense qu'au retour du show de Jersey, Steve, on va avoir de quoi de cool à parler avec nos auditeurs. Effectivement. J'ai très hâte de parler de cela, que je ne peux pas parler là. Exact. Moi, sur ça, on va finir le show, sinon on va en parler. On se connaît, on a des grandes gueules. Excellent. Merci tout le monde. À la semaine prochaine, en direct du New Jersey Hurricane. Ça va être super le fun. À bientôt. Bye.